Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne, donc organisée par les éditions VK. Alors, je vois aujourd'hui que vous êtes nombreux, donc je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, le sujet sera donc consacré au GHT et plus précisément, donc, on va se demander en quoi CGHT constitue un nouveau challenge organisationnel pour l'année 2018. Pour m'accompagner durant cette webconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Triadou, pardon, qui est médecin de santé publique, enseignant-chercheur et directeur scientifique de maîtrise des risques et de la qualité en établissement de santé, édité par les éditions VK. À côté de Patrick Triadou, effectivement, j'interviendrai. Je suis Mounir Abbé, je suis responsable des collections marché public, droit de la santé et autres contrats pour le compte des éditions VK. Alors, comme effectivement, donc, nous sommes sur un format court qui va passer relativement vite, en tout et pour tout, donc 50 à 55 minutes de webconférence. Je vous avertis qu'à certains moments, donc, j'interviendrai pour interrompre M. Triadou durant son exposé pour lui poser les questions que vous allez formuler à M. Triadou. Et à un moment donné, effectivement, vous le verrez à travers les slides que vous avez sous les yeux, j'interviendrai aussi pour poser des questions, euh, relatives au sondage. Sans plus attendre, comme ça va passer relativement vite, je vais laisser la parole à M. Patrick Triadou. Merci bien, Monsieur Abbé, pour l'invitation et je suis tout à fait ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette webconférence sur un sujet qui me paraît particulièrement important et d'actualité, non seulement à cause de ma formation, puisque, comme Monsieur Abbé vous l'a dit, je suis médecin de santé publique et que j'enseigne la qualité et la gestion des risques depuis un certain nombre d'années, et ce sont des problèmes qui ont des dimensions à la fois médicales, techniques, scientifiques, mais également aujourd'hui des dimensions sociales, des dimensions vis-à-vis des usagers de la santé et également des dimensions juridiques, puisque le droit, finalement, intervient dans le processus à deux moments. Un premier moment qui est la création des lois et des règlements, des décrets, et un deuxième moment qui est le dernier, lorsqu'il existe un désaccord sur le plan sociétal pour une fonction fondamentale de notre société qui est la prise en charge de la santé, très bien qu'on pense qu'il existe aujourd'hui un droit à la santé, eh bien, les problèmes, finalement, se résolvent devant les tribunaux, devant la justice. Donc, deux fonctions de cette activité-là. Alors, pour revenir maintenant au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, donc les groupements hospitaliers de territoire, on va voir plusieurs points. Le premier problème, ce sont quels sont les principes, quelles sont les références qui sont utilisées pour avoir pensé les groupements hospitaliers de territoire. Ils sont en rapport avec un phénomène essentiel qu'on rencontre aujourd'hui dans la plupart des pays européens, qui est, du point de vue épidémiologique et de la démographie, le vieillissement de la population. Avec le vieillissement de la population, vous savez que les dépenses de santé se présentent à deux moments de la vie particuliers de façon intense quand on regarde une population. C'est la première année de vie et, deuxièmement, lorsque arrive un certain âge, le vieillissement apparaît, et donc les différentes formes de pathologie, et en particulier de pathologies chroniques, apparaissent. Donc ici, l'idée, c'est de passer d'une médecine qui jusqu'à maintenant était centrée sur les actes des patients pour un problème particulier, de passer ça à une médecine de parcours. Médecine de parcours, ça signifie quoi? Un parcours, ça veut dire que c'est un trajet de vie, et au cours de ce trajet de vie, une personne âgée ayant plusieurs pathologies peut être amenée à rencontrer un médecin référent, son médecin généraliste, également différents médecins spécialistes, et cela ça peut se passer dans un cabinet libéral en ville, ça peut se passer également à l'hôpital, ça peut se passer dans un établissement de soins de suite et de réadaptation, et ça peut également se passer dans un contexte d'hospitalisation à domicile. Donc la médecine de parcours, c'est comment est-ce qu'on prend en charge de façon coordonnée l'ensemble de ces activités médicales au profit du seul patient et de son histoire. Donc la dimension historique du patient est capitale à prendre en compte. Tout ça dans un esprit de cohérence et dans un esprit d'une approche patient orientée dans le cadre de filières de soins. Là, on rajoute une deuxième dimension qui est comment est-ce qu'on peut faire coordonner
des institutions hospitalières, des institutions de maisons de retraite, des institutions de médecine libérale qui fonctionnent avec des logiciels de tarification différents et qui n'ont pas nécessairement l'habitude de collaborer entre elles parce que structurellement, l'élément n'a pas été prévu. Donc, cette médecine de parcours, on va la retrouver un peu plus loin sous un aspect très particulier qui est le dossier informatisé du patient, parce que pour traiter un patient, il faut connaître son histoire diagnostique, son histoire thérapeutique, les médicaments qu'il reçoit, de simple point de vue de la diatrochanie. Enfin, dernière composante dans les déterminants du groupement hospitalier de territoire, c'est les aspects financiers. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité sociale, on parle de chômage, on parle d'assurance retraite et on parle d'assurance maladie. Et il existe un déficit aujourd'hui de l'assurance maladie et de ces différentes caisses. Or, l'ensemble du dispositif de sécurité sociale est à l'heure actuelle quelque chose qui est devenu une habitude et pourtant ça n'existe que depuis 1945 dans la plupart des pays européens, donc post-Deuxième Guerre mondiale, avec sur différentes versions, si on se suit en Allemagne, en Angleterre ou en France. Tout ça pour l'histoire des pays qui, pour certains, ont fait leur unité du politique assez tardivement et d'autres l'ont fait très précocement. Donc ça reflète l'histoire du pays et c'est devenu aujourd'hui, le droit à la santé est perçu par les usagers comme étant une nécessité. Donc il va falloir, avec la compétition et la mondialisation aujourd'hui, et donc des compétitions économiques, un risque de chômage augmenté, préserver ce domaine-là avec des budgets restreints. Donc, dans le calcul des budgets restreints, le fait de la mutualisation des moyens, aussi bien au niveau des régions qu'au niveau des groupements d'hôpitaux, peuvent aboutir à des logiques qui existent depuis 1996, où on a la création des ARH, Agences régionales d'hospitalisation, qui en 2009 en deviennent les ARS. Le passage du H au S signifie qu'on passe de l'hôpital aux autres aspects de la médecine, et en particulier aux aspects médico-sociaux et aux aspects de la médecine libérale. Donc voilà, filière de soins, c'est ça qui est sous-entendu derrière, et enfin une graduation de l'offre de soins. C'est également dans un souci d'économie et d'éviter les redondances. On pense qu'un certain nombre de problèmes peuvent être résolus par le médecin généraliste. S'il a besoin de l'avis spécialisé d'un cardiologue, d'un cancérologue, d'un neurologue, ça peut être complémentaire. Mais aujourd'hui, le système de la filière du parcours de soins amène l'usager généralement à avoir d'abord affaire à son médecin référent généraliste qui, lui, est la porte d'entrée pour aller voir un spécialiste, hormis des cas particuliers qui sont l'obstétrique pour les femmes enceintes, la psychiatrie pour les maladies mentales et la pédiatrie. Donc maintenant, renforcer le parcours de soins, ça signifie quoi sur le plan pratique? Comment est-ce qu'on va passer de la loi de modernisation du système de santé janvier 2016, qui met en place les GHT, à sa mise en place pratique à travers des décrets d'application sur lesquels on va revenir? Vous voyez apparaître là sur la diapositive, projet médical partagé, avec le même mot qui revient, filière d'une offre de soins graduée. Donc le terme gradué de la filière, on s'est expliqué là-dessus. Le terme projet médical partagé est un terme qu'il va falloir expliquer. Il va y avoir plusieurs diapositives sur cette idée-là pour voir ce qu'on entend par là. Alors derrière ça, on va revenir là-dessus, derrière chacune des modalités de prise en charge dans une filière, il y aura comme souci constant d'assurer la permanence de soins, d'organiser les consultations externes par rapport aux consultations avancées, de gérer toute l'activité ambulatoire, de voir ce qui relève de l'hospitalisation partielle ou de l'hospitalisation conventionnelle, de voir ce qu'on fait des plateaux techniques, on va revenir là-dessus, les plateaux techniques, on entend par là l'imagerie et la biologie médicale. Enfin, un problème qui est revenu fréquemment, ce sont les urgences de soins non programmés. Comment est-ce qu'on arrive à gérer les problèmes de salle d'urgence alors qu'il y a beaucoup trop de malades qui arrivent et que ces services sont amenés à fonctionner dans des conditions de sécurité questionnables et avec un rythme qui n'est pas adapté à une médecine dite de qualité de sécurité. On verra qu'à la fin, qualité et sécurité sont des objectifs majeurs à maintenir pour les usagers aujourd'hui. Donc, comment concilier les deux? Enfin, l'hospitalisation à domicile, l'HAD, on va revenir également là-dessus, est un point important parce que la tendance aujourd'hui sur le plan financier, c'est de restreindre au minimum les durées d'hospitalisation des patients à l'intérieur des services parce que la tarification à l'activité, qui est la base, l'élément de base de construction du financement et de la facturation par les hôpitaux, veut dire durée moyenne de séjour, durée de tant de temps pour telle pathologie, et dès qu'on dépasse ce temps-là, la facture que soumet l'hôpital à l'assurance maladie n'est plus fait qu'à 75%, 70% également du montant.
Donc, c'est également un élément à prendre en compte. L'hospitalisation à domicile, ça veut dire qu'on transfère les soins au domicile du patient. Là, vous comprenez bien que ça veut dire intervention, des fois quotidienne, d'une infirmière, ne serait-ce que pour passer un certain nombre de médicaments, des pompes à morphine pour un problème de douleur lié à la cancérologie, et derrière des médecins, bien sûr, pour que l'activité fonctionne. Cela signifie que l'information ici doit être constamment présente à propos du patient pour éviter les doublons, pour éviter des surcharges médicamenteuses, des erreurs médicamenteuses. Donc ici, il va y avoir également une nécessité d'avoir une gestion coordonnée de l'information du patient. Traiter un patient aujourd'hui, c'est le traiter en face de vous, mais c'est également le prendre en charge du point de vue de l'information qu'on peut avoir sur lui pour éviter de faire des examens inutiles ou de faire des accidents médicamenteux. Enfin, vous voyez la dernière ligne de la diapositive, donc c'est le projet de la prise en charge médico-sociale. Ça, c'est la jonction à travers le concept ARS de ce que peut être le passage de l'hôpital à une prise en charge plus élaborée et plus large de la santé sous la responsabilité des ARS, des agences régionales d'hospitalisation. Ça signifie que ici, toutes les activités liées à la prise en charge du grand âge, notamment les maisons de retraite, toutes les autres institutions de prise en charge médico-sociale sont absolument donc reliées à l'intérieur du même projet. Donc, vous voyez se dessiner des projets qui prennent en charge non seulement de façon très générale, mais également de façon très spécifique à l'intérieur de cette généralité, chacune des problématiques, tout ça centré sur économie de moyens, appliqué localement sur le plan géographique avec une notion de territoire sur lequel on va revenir, qui est la sous-entité de l'agence régionale d'hospitalisation, donc c'est l'unité de base. Et deuxièmement, avoir un souci par rapport à ça, de maintenir une offre de soins qui soit adaptée aux besoins de la population, puisque on vit dans une république qui affiche l'égalité, etc., etc., donc une égalité d'offre de soins. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces principes généraux et ces grands schémas? Excusez-moi Oui. Patrick, donc comme convenu, hein, je vous interromps. Il y a une première question qui a été posée. La réorganisation profonde du fonctionnement des établissements de santé du secteur libéral et du secteur médico-social et de leur rapport permet-elle une meilleure prise en charge des patients? Merci, monsieur. Non, c'est une question importante. Elle soulève une problématique derrière importante. Il y a, d'une part, participant au système des hôpitaux publics, éventuellement des hôpitaux privés, et d'autre part, la prise en charge médico-sociale. Alors, la question de fond que vous posez derrière, c'est comment est-ce que sont structurées à la fois financièrement et professionnellement ces institutions. Alors, à l'hôpital, on a pour la plupart affaire à des médecins qui sont des praticiens hospitaliers, donc des fonctionnaires régionaux. Dans les institutions privées, on a affaire à des médecins qui sont actionnaires pour la plupart dans des grosses activités de chirurgie, puisque l'activité principale est l'activité chirurgicale, puisque plus de 5-60% d'activité de chirurgie est privée en France, et donc fonctionnent dans des cliniques avec des rapports totalement différents. Et enfin, vous avez des secteurs médico-sociaux où vous avez des gens qui sont pris en charge par des infirmières et des médecins libéraux qui passent tous les jours, tous les 2 jours, voir leurs patients intérieurs. Donc, on a affaire à des règles du jeu totalement différentes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à conjuguer à travers un projet politique au sens le plus noble du terme, qui est le projet GHT, et le projet ARS, comment est-ce qu'on arrive à se faire comprendre des gens fonctionnant sur des logiciels financiers, des habitudes de fonctionnement et de travail totalement différentes? On peut espérer que tout ça se passe très bien si on arrive à recentrer ça sur le problème des valeurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on affiche que le patient et traiter des patients reste la valeur principale du métier, donc revenir sur la valeur métier. Et ça, la conjuguer avec un aspect financier qui devrait être un peu plus souple. Une démarche en ce sens-là, et j'arrête après de répondre à votre question, c'est la volonté, dans le même cadre de la même loi, de créer des équipes médicales. Ça veut dire que en ville, on va inciter les médecins libéraux à travailler avec des infirmières, des kinésithérapeutes en formant un travail en équipe. J'espère un peu avoir répondu à votre question, monsieur. Merci. Bien, alors je continue sur la mise en œuvre des GHT. Alors, pour mettre en œuvre un tel projet, il y a, quand on parle sur le plan administratif, le langage administratif, il y a une déclinaison de différentes nécessités du point de vue des textes réglementaires et du point de vue des conventions ou des contrats. Donc là, le terme contrat n'est pas un terme anodin. La contractualisation, ça veut dire qu'on va virer vers une société qui va avoir comme objectif d'accord un contrat. Et vous savez que, du point de vue sociologique, la société à contrat, typiquement, c'est la société nord-américaine.
Donc, c'est là où on établit d'abord des contrats, alors que les sociétés allemandes nordiques marchent sur le mode du consensus et la société française marche bien plus sur le mode réglementaire. Donc, il y a un changement. Deuxième point important, donc on a une convention constitutive pour les ARS. C'est là où les règles du jeu vont se faire entre les établissements, l'offre de soins et les ARS. Le modèle de gouvernance adapté. Là, le terme de gouvernance est également un terme intéressant, parce que gouvernance est un terme qui est apparu pour la première fois après la Première Guerre mondiale, lorsque la Société des Nations, donc le précurseur de l'ONU, a voulu trouver des moyens de se faire s'entendre des pays qui avaient des systèmes juridiques totalement différents, et donc a créé ce qui n'existait pas à l'époque, un droit international. Donc les premières moutures de cette histoire-là, c'était la gouvernance. La gouvernance, c'est donc un certain nombre de règles minimales, et après le maximum de discussion, de dialogue. C'était ça le modèle de gouvernance. C'était importé dans l'industrie nord-américaine, puis dans l'industrie européenne et en France, et après c'était repris par l'administration française. Donc l'histoire du terme de gouvernance, c'est au départ cela. Cela signifie donc des règles minimales et beaucoup de contractualisation derrière après. Donc c'est un mode de gouvernance et ça pourrait être interrogé au niveau du rôle aujourd'hui des directions d'hôpital par rapport au collège médical, des commissions médicales d'établissement, ou encore la fonction des usagers, autrement dit en américain taxpayer, quel est leur degré de participation à un conseil d'administration au niveau d'un hôpital, comment sont-ils représentés au niveau du comité exécutif, comment sont-ils représentés au niveau de l'ARS. Bon. Alors l'articulation, on a déjà vu entre les établissements et le médico-social et les autres établissements. Comment est-ce que ça va se faire? Essentiellement, ça va être contractualisé au sein de conventions. Et ensuite, les équipes médico-chirurgicales, techniques et pharmaceutiques, on va revenir là-dessus, il y aura un point particulier. Un point sur la formation médicale, un point sur les systèmes d'information, c'est fondamental, parce que ce sont les systèmes de tarification de l'hôpital, c'est l'histoire de la tarification à l'activité. En France, la tarification à l'activité représente le mode unique de financement, ou presque unique, de financement des établissements de santé. Si ça a pénétré en Europe, c'est une invention nord-américaine, où les compagnies nord-américaines avaient des assurances avec des boîtes d'assurance pour les frais de santé de leurs employés, et elles payaient lorsque les hospitalisations étaient faites, les traitements étaient faits, mais elles ne savaient pas ce qu'elles payaient. Donc elles ont demandé à des universitaires de l'université de Harvard, à côté de Boston, de voir comment est-ce qu'on pouvait comprendre ça. Et ces gens-là, à ce moment-là, ont pris la classification internationale des maladies numéro 9, la CIM 9, et ont pris en même temps, à côté, on fait une étude médico-économique pour savoir quelle était la durée moyenne de séjour pour une pathologie particulière. En croisant les deux, ils ont fait la tarification à l'activité et ça a été importé en Italie, au départ au Portugal, puis plus tard dans d'autres pays européens, dans la France. En France, c'est passé par l'école des mines, à Paris, sur le plan statistique. Ils ont pris la CIM 10, la dernière, classification internationale des maladies numéro 10, et à partir de ça, on construit la version française de la tarification à l'activité. Aujourd'hui, la France est le seul pays d'Europe qui a une tarification à l'activité exclusive à 100% pour le MCO, médecine chirurgie obstétrique, aujourd'hui pour la santé mentale, et également pour les soins de suite et de réadaptation. Les autres pays fonctionnent environ à 50%, et le reste est contractualisé. Donc il faut bien comprendre ça parce que un changement d'ordre nord-américain dans un système privé pour le financement de la santé est importé et va avoir nécessairement des effets sur la structuration de l'offre de soins, puisque la tarification est construite par rapport à un modèle libéral et pas du tout par rapport à un modèle tel qu'on l'avait construit historiquement de l'autre. Donc il y a une mixte ici, historique, qui est pas inintéressant à prendre en considération. Donc voilà ce qu'il y a derrière, système d'information, derrière les fonctions achats et administratives avec les groupements d'achat, et ça c'est important, notamment pour les achats médicamenteux. Et enfin, qualité, sécurité et certification. Ça, c'est aujourd'hui toute la version qui, depuis 2000, est apparue en France. On a créé 10 agences de sécurité sanitaire en France, dont la Haute Autorité en Santé et la certification d'établissement de santé. Donc, les politiques qualité et sécurité aujourd'hui se font à travers une réponse à un manuel de certification, ses exigences, également à des visites locales pour faire une évaluation de l'ensemble du fonctionnement du système. Alors, comment maintenant fonctionnent les ARS et comment fonctionnent par rapport aux hôpitaux et groupements hospitaliers de territoire, quel est le rôle des ARS? Alors, les ARS, on a vu que ce sont des institutions apparues en 2009, après les ARH. Les ARS, il y en avait autant que de régions, et un jour, notre président de la République a décidé, pas tout seul bien sûr, de restreindre les régions et les diviser par deux. Donc, les ARS ont grossi, étendu leur taille. Elles sont composées d'éléments de base constitutifs qui sont les territoires. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait à l'heure actuelle
pour gérer les territoires et les ARS, quelles sont les règles de fonctionnement qu'on va mettre en compte et comment est-ce qu'on joue la géographie des groupements hospitaliers de territoire à l'intérieur de ces territoires-là. Là, il est clair que si vous vivez dans un département, dans une région qui est très active sur le plan du travail, avec beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de bébés, vous aurez besoin d'une maternité. Si vous rentrez dans une région de troisième âge, la maternité va être moins nécessaire. Donc, l'offre de soins va dépendre essentiellement. Donc, définir l'offre de soins et l'adapter en fonction de l'évolution est un objectif en termes de sécurité sanitaire, de régulation géographique et économique de l'offre de soins. Et vous l'avez bien compris, c'est une fonction qui n'est pas facile à appréhender et d'autre part qui est soumise aux changements qui vont se produire avec le temps. Donc, ça veut dire évolution et adaptation constante. Ça, maintenant, pour le mettre en pratique, comment fait-on? Il y a une convention. On va donc signer une convention constitutive du GHT par rapport avec le directeur général de l'ARS. Et le directeur général de l'ARS ou l'ARS va avoir une contrainte. La loi prévoit que chaque ARS fait un projet médical de région. Et également un schéma régional d'hospitalisation, un schéma régional de santé. Ça veut dire que l'ARS a dans son logiciel la nécessité de voir quels sont les besoins pour installer un centre de dialyse rénale à proximité des patients contenus d'insuffisance rénale chronique, un centre de cancérologie, on a parlé tout à l'heure pour les problèmes, la joie de la naissance et l'obstétrique, mais c'est pareil également pour les maisons de retraite, et c'est également pareil pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Donc vous voyez que le dessin est un dessin qui n'est pas simple à construire, parce que théoriquement, il faut savoir apprécier l'offre de soins. Et deuxièmement, la deuxième contrainte, c'est que, eh bien, généralement, dans une ville, l'hôpital est le principal employeur. Donc, si vous fermez l'hôpital d'une ville pour transférer l'activité à la ville d'à côté, ça risque de grincer. Donc, il va falloir voir comment est-ce que ces différents déterminants peuvent être gentiment pris en compte de façon à satisfaire avant tout donc les usagers. Voilà. Donc, il faut bien retenir que du point de vue des ARS, ceux qui vont dire oui ou non à la création d'un projet de GHT, savoir qu'un GHT peut comprendre 2, 3 hôpitaux jusqu'à 19, et savoir enfin qu'il faut derrière, il y a un projet régional d'hospitalisation, un schéma régional d'hospitalisation. Monsieur, il y a un sondage. Alors oui, donc c'est l'heure de la première question du sondage. Alors, pensez-vous que l'organisation régionale de l'offre de soins hospitalières pilotée par l'ARS soit un bon modèle? Donc là, je vais demander aux participants de répondre simplement par oui ou par non. Et dans quelques secondes, on va pouvoir donner un petit peu la température par rapport à cette première question de sondage. On peut poursuivre. D'accord. À l'intérieur, donc toujours de ça, si on met en pratique maintenant du point de vue des acteurs de première ligne, donc du point de vue des gens qui vont assurer les soins, qu'est-ce qu'on demande dans un projet de convention de GHT avec l'ARS? On demande un projet médical partagé. Derrière ce terme-là, se sous-entend, comme on a dit à propos de deux hôpitaux dans deux villes différentes, d'un potentiel transfert d'activités de soins, un potentiel transfert de matériel lourd, si par exemple on veut mutualiser les services de radiologie, des scanners, des IRM, ou on veut mutualiser des laboratoires de biologie. Et ça demande une nouvelle répartition du personnel médical, pharmaceutique et éventuellement du personnel de soins, avec des délégations d'activités. Donc il faut avoir tout ça se fasse en négociation avec l'accord des services médicaux travaillant dans les différentes villes pour arriver à faire une offre cohérente. Ensuite, ça veut dire qu'il va y avoir également un établissement support. Donc, parmi les établissements, les hôpitaux travaillant au sein d'un GHT, il y en a un qui va avoir un rôle de pilote, un rôle stratégique, et c'est lui qui va être l'interlocuteur principal de l'Agence régionale de santé. Donc, il a un rôle particulier, et c'est là où généralement vont être regroupées l'ensemble des fonctions stratégiques et de direction, notamment la fonction dont on a parlé, département d'information médicale, avec tous les systèmes de tarification qui sont derrière. Enfin, vous avez donc nécessité d'articulation entre les différentes commissions médicales de chacun des établissements et celles de l'établissement support.
Alors, Patrick, à la fameuse question du premier sondage qu'on a posé juste avant, je la rappelle, c'était pensez-vous que l'organisation régionale de l'offre de soins hospitalière pilotée de manière conventionnelle par l'ARS soit un bon modèle? Eh bien, nous avons, le non l'emporte à 56%. Ben, écoutez, je crois que c'est un résultat intéressant parce que à chaque fois qu'on répond à une question de ce type-là, il serait intéressant de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on dit oui ou on dit non. Mais ça rappelle, disons, des premières tentatives qui ont été faites par la direction générale de l'offre de soins au ministère, d'avoir testé le modèle GHT. Il a déjà un certain nombre de difficultés sont apparues. Et ces difficultés, pour ce que j'ai eu connaissance de l'expérimentation de la direction générale de l'offre de soins au ministère, c'est qu'il y avait des problèmes essentiellement dans les transferts d'activités, dans la mutualisation des moyens et donc l'habitude de travailler ensemble sur le plan médical et deuxièmement sur le plan administratif, un rôle distinct des directeurs d'hôpitaux. À l'heure actuelle, avec le nouveau modèle, il y a un directeur qui va prendre toutes les décisions. Finalement, c'est le directeur d'établissement support. Les autres directeurs seront, disons, subrogés à la décision de ce monsieur-là. Donc derrière, ça signifie, ce sondage est très intéressant parce que on sent derrière que le modèle n'est peut-être pas encore complètement passé, complètement adopté, et il sera peut-être amendé par certains aspects. Donc disons que moi j'y vois un aspect de critique constructif, sincèrement. Je continue, monsieur. Donc, la dernière ligne à diapositive portait sur le comité territorial des élus locaux. Donc, on voit bien la fonction politique apparaître par rapport à ce dont on a parlé. Bon, alors maintenant, je ne vois plus le texte. Je ne sais pas. Pardon. Alors, on va passer donc aux établissements. Ah, très bien. Voilà. Excusez-moi, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. Excusez-nous, mais en tout cas, c'est le temps de réfléchir, de souffler, donc c'est bien agréable. Et maintenant, on va passer donc aux établissements. Donc, on a vu deux catégories d'établissements et on revient sur l'établissement support. C'est lui, l'amiral pilotant le porte-avions Charles de Gaulle en ce qui nous concerne. Donc, c'est lui qui va définir la stratégie et c'est lui qui va également être la personne, l'entité juridique qui va abriter le système d'information hospitalier qui doit être convergent et autour du dossier patient. On revient ici sur le dossier patient parce que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, pour traiter efficacement un patient dans un hôpital et dans un futur hôpital à 3, 4, 5, peut-être plus d'une dizaine, une quinzaine de têtes que va constituer le groupe hospitalité et territoire, il faut, lorsque le patient est transféré, que toute l'information à propos du patient, et notamment médicamenteuse, soit disponible pour les gens qui ont des décisions à prendre. Donc, avoir un dossier informatisé commun, eh bien, c'est une nécessité absolue. Mais en même temps, cette nécessité ancienne n'est pas simple à résoudre. Disons qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on peut penser qu'il existe à peu près 20% de dossiers informatisés patients. En France, le problème est historique. Il existe dans l'établissement des dossiers patients informatisés, mais qui ont été informatisés avec différents partenaires techniques, ce qui fait que le problème essentiel aujourd'hui, c'est l'interopérabilité des systèmes, de façon à ce que les systèmes support de dossiers patients dans différents établissements puissent se rencontrer et puissent être connectés. Donc c'est un des problèmes. Il y a une agence qui s'intéresse à ça en France, c'est la TIH, l'agence sur les systèmes d'information non hospitaliers, mais c'est un problème à la fois important et pas nécessairement facile à résoudre. En tout cas, la DGOS a produit un guide essayant d'aider cette démarche-là. Le département de l'information médicale en a déjà parlé, la fonction achat, donc il doit également permettre des économies d'échelle pour les achats de médicaments, de matériel médical et autres choses. Et enfin, la fonction d'enseignement. Il existe une fonction d'enseignement qui, pour les écoles d'infirmières, sont au niveau des hôpitaux, malgré l'universitarisation de la formation des infirmières, où maintenant ce sont les facultés de médecine qui font les cours, les aspects pratiques sont gérés par les écoles d'infirmières, elles sont dans les hôpitaux. Donc là-dedans, lorsque vous avez différentes écoles d'hôpitaux au niveau d'un GHT, il va falloir les faire travailler ensemble. Pareil pour la formation continue. Aujourd'hui, le DPC, le développement professionnel continu, est une obligation pour les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et également donc les infirmières. Donc il va falloir que cette modalité de formation soit également mise en commun. Enfin, pour toutes les activités très spécialisées et relevant d'un niveau de compétence beaucoup plus pointu,
ce sont les rapports entre le GHT et le centre hospitalier universitaire qui, lui, est hors GHT, mais va avoir également un rôle d'interface avec lui. Les autres établissements, pour les établissements qui ne sont pas établissements support ou établissements partis à la convention du GHT, il existe les hôpitaux des armées. Donc en France, il y a plusieurs hôpitaux de formation des armées, à Lyon, à Paris, dans toutes les grandes villes, à Marseille et à Bordeaux. Donc ces hôpitaux-là ont, très peu d'enfants font attention à ça, mais 5% de leur population, leurs clients sont des militaires. Près de 90%, c'est tout le monde. Donc en pratique, ces hôpitaux-là peuvent très bien rentrer dans cette fonction-là, et certains ont des activités très spécialisées qui peuvent rendre d'énormes services. Par exemple, le centre des brûlés de l'hôpital Percy à Clamart est tout à fait reconnu pour ses capacités à traiter les grands brûlés. Vous avez également des activités très spécialisées d'hôpitaux militaires qui savent bien faire, c'est le risque NRBC. Lorsqu'il y a un risque de terroriste touchant au nucléaire, au chimique ou au biologique, les équipes militaires sont extrêmement bien formées à ça. Donc il peut y avoir des connexions vraiment importantes pratiquement à mettre en œuvre. Alors la psychiatrie, c'est un secteur à part, mais aujourd'hui, il existe donc des rapprochements qui s'appellent structurels pour faire entrer la santé mentale dans la tarification d'activité d'une part, et deuxièmement, dans une offre de soins qui soit cohérente. La grosse difficulté de la psychiatrie aujourd'hui, c'est le recrutement des médecins hospitaliers en psychiatrie, qui est un vrai problème aujourd'hui sur le plan pratique. L'HAD, on en a parlé. Les établissements médico-sociaux, on en a également parlé, donc ils peuvent être associés à la convention pour prendre en charge l'ensemble des parcours de soins. Et finalement, les établissements privés, les établissements privés, c'est pas du tout négligeable, hein, parce que dans l'activité, encore une fois, chirurgicale, plus de 60% de l'activité chirurgicale dans notre pays est assurée par des cliniques privées, hein, et par ces compagnies qui sont des grosses compagnies qui peuvent avoir 200 cliniques en France, où généralement, par exemple, la Générale de Santé, qui a été rachetée par le groupe Ramsay, aujourd'hui australien, a une forte implantation aujourd'hui dans le pays. Donc, tenir compte dans l'offre de soins de cet aspect-là est également fondamental. Alors maintenant, je vais arriver sur les premières mains, les petites mains, pardon, les meilleures, vous, les professionnels. Donc, en pratique, donc les personnes les plus importantes, parce que l'hôpital, sans infirmiers, infirmières, sans médecins, ne serait pas un hôpital. C'est le cœur du métier du travail. Donc, il va falloir tenir compte, bien que les médecins n'aient plus de pouvoir à l'hôpital, sinon consultatif à travers une commission médicale d'établissement, les infirmiers à travers leurs représentants, il va falloir qu'on tienne compte de ce qu'ils pensent pour pouvoir définir l'offre de soins et le caractère adapté, puisque c'est quand même l'ARS qui va donner par convention l'autorisation au GHT d'exister. Hein. Donc, il y a un dialogue total donc à ce niveau-là. Alors, pardon, monsieur. Patrick, avant d'aller plus loin, justement, on Oui. parle de cliniques privées qui représentent un fort pourcentage dans Oui. le paysage hospitalier en France. On a une question d'un participant qui s'appelle Georges et qui expose que cette organisation est manifestement très hospitalo-centrée et il s'interroge sur la place donnée aux établissements privés, à but lucratif ou non, et il demande pourquoi un tel choix. Donc, une place minime accordée aux établissements privés, pourquoi un tel choix? Non, la question est tout à fait claire et elle mérite d'être posée. Elle entraîne un certain nombre de réflexions, de comparaison avec mon avis, avec l'expérience étrangère dans le domaine. En clair, aujourd'hui, il est plus facile, dans l'esprit d'une haute administration au niveau d'un ministère de la Santé, de pouvoir imposer des règles de fonctionnement à des hôpitaux publics, alors que pour des hôpitaux privés, les règles ne sont pas du tout les mêmes. Donc, on va se trouver confronté à des modalités de prise en charge des patients qui seront normalement identiques, puisqu'il y a une certification pour les deux, mais qui, du point de vue du fonctionnement administratif, sont radicalement différentes. Donc là, ça va être un rapprochement culturel entre des cultures, disons, de gestion privée et d'administration publique qu'il va falloir régler. Et la modélisation pour ça, malgré le terme de gouvernance aujourd'hui dans notre pays, pour Georges, n'est pas quelque chose qui est réellement fusionnel. Il y a des compartiments qu'on juxtapose, qu'on rapproche, tout est négocié, alors que par exemple, il y a d'autres endroits dans le monde, même proches pour nous, en Europe, on en parlait avant la webconférence, en Espagne ou en Italie, où les régions sanitaires ont l'indépendance financière
pour contractualiser sur des gros ensembles, jusqu'à plus d'1 million de personnes, hein, avec des établissements privés. Donc c'est vraiment une habitude culturelle de gestion qui fait référence non pas à un problème médical du tout ici, mais à un problème de gestion. Donc l'hospitalocentrisme tel qu'il est vécu ici est avant tout construit, à mon avis, sur des habitudes d'administration publique, fonctionnant plus facilement avec les hôpitaux dépendants d'eux, et encore aussi avec les hôpitaux privés à but non lucratif, alors que la gestion privée lucrative est en dehors du système. Alors qu'on pourrait très bien se mettre d'accord a priori sur des conventions uniquement financières pour pouvoir fonctionner, c'est tout à fait clair à mon avis, et même mettre une compétition entre les différents systèmes, ce qui serait tout à fait simple. J'espère avoir répondu à la question de Georges. Bien, alors si je continue, on en était ici maintenant donc, au projet médical partagé. Vous avez bien compris que la justification technique de l'existence d'un groupement hospitalier de territoire, je dis bien la justification technique. Mais enfin, technique, le terme est un peu barbare pour moi. La justification métier, le métier de soignant, qu'on soit médecin ou pas. Donc le vrai métier, c'est ça, le projet médical partagé, c'est ça. Donc, on doit définir les objectifs médicaux. Ça veut dire que les différents hôpitaux du GHT doivent discuter entre elles en fonction du besoin de santé, de savoir comment elles vont définir ensemble l'offre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on redessine les pôles médicaux, comment est-ce qu'on redessine les services médicaux entre différents hôpitaux d'une région. Et ça, autour des idées qu'on a affichées en principe au début de cette conférence, qui sont les filières de soins avec une offre de soins gradués, et avec des principes d'organisation qui vont permettre ce fonctionnement-là. Et enfin, avec une mise en commun de ce qui est les fonctions techniques, biologie médicale, imagerie et pharmacie, et enfin une collaboration avec les CHU pour les aspects plus particuliers. Du point de vue de l'organisation, en dehors de la notion de filière et de réponse à l'offre de soins, il est clair que ce qu'on a vu sur la première diapositive se répète ici, permanence et continuité des soins, consultation interne avancée, l'HAD, l'activité médico-sociale sont également prises en compte quand on veut faire un projet cohérent de prise en charge de la population qu'on doit normalement recevoir en termes d'usagers ou en termes de clients, en fonction du regard qu'on jette sur le phénomène. Ça veut dire aussi répartition nouvelle des emplois médicaux et pharmaceutiques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être obligés de changer d'activité ou de centre d'activité. Et donc, cette recomposition-là, s'est appliquée pendant un bout de temps au d'infirmières et va redemander une recomposition du paysage médical avec certaines professions médicales qui sont plus, disons, en pénurie que d'autres. Je pense aux anesthésistes, aux chirurgiens, etc. Enfin, des groupements médicaux avec des équipes médicales communes sur plusieurs établissements et avec tout ça, un principe d'évaluation et des comités psychiatriques de territoire. Donc voilà le cahier des charges. On pourrait appeler ça vraiment un cahier des charges pour les commissions médicales d'établissement qui doivent construire ça. Ce qui signifie qu'on termine cette partie de l'exposé sur le collège médical ou la commission médicale du GHT. Ça va être une des composantes de la définition de la stratégie, à défaut de la politique, avec à côté du directeur administratif du GHT. Donc pour ça, il est clair qu'il va falloir une articulation entre les différentes commissions de chacun des établissements, avec des représentants qui vont intégrer le groupe stratégique de la commission médicale de l'établissement GHT, qui peut être une entité juridique. Et à côté de ça, donc, les autres commissions généralement retrouvées au niveau d'un comité exécutif, qui sont donc le président de la commission des soins infirmiers et médico-techniques et de la réadaptation, et également avec, dans cette histoire-là, donc un comité stratégique qui va réunir ensemble pour mettre en œuvre la politique. Donc, des conseillers stratégiques, un directeur administratif, en convention avec l'ARS, évaluation par l'ARS, cohérence avec le projet médical, le projet régional de santé, et enfin donc, le dialogue social à la fin avec les usagers. Alors, Patrick, donc c'est l'heure de la deuxième question au sondage. Donc cette fois-ci, la question qu'on vous pose, chers participants, pensez-vous que les relations entre les soignants, médecins et infirmiers soient facilitées par le fonctionnement en GHT? Donc, toujours une réponse, oui, non. Et on y revient donc dans quelques instants pour avoir le résultat de ce sondage. On peut reprendre, Patrick. Oui. Alors, à côté donc, des aspects directement soignants, au sens diagnostique et thérapeutique, il y a toute l'infrastructure, donc avec les plateaux médico-techniques,
D'une part, la biologie médicale, d'autre part, l'imagerie, avec une volonté d'économie de moyens, donc une mutualisation des plateaux techniques en termes de laboratoire et en termes de services d'imagerie. Ça, pour les services d'imagerie, pour les appareils lourds comme l'IRM scanner, on comprend qu'une utilisation nettement plus fréquente à un même endroit d'un appareil va permettre un amortissement plus rapide du coût d'achat d'appareil. Ça, c'est clair. Mais en même temps, on peut se poser une question, en tout cas, je me la suis posée. Quand on regarde certains GHT, on s'aperçoit que transporter des flacons d'urine, de liquide céphalorachidien ou de sang à un laboratoire, ça peut être fait en mobilette ou en Vespa. Transporter la même chose pour un examen radiologique, ça veut dire une ambulance pour un patient. Ça veut dire qu'on va transférer des activités pour aller chez un hôpital central qui a mutualisé les moyens de radiologie, on va avoir des transferts de charges sur les transports des patients et en même temps, on va amener les patients à se déplacer. Dans des régions, des fois, la circulation est un peu difficile. Donc, on peut s'interroger quelles sont les limites de ce genre de possibilité d'action. Et en plus, pour la prise en charge d'un patient, il existe des pays où il existe des grandes centralisations de laboratoires, l'Allemagne, l'Angleterre encore de plus grandes mais le dialogue qui est établi entre les patients d'une part, les thérapeutes et les biologistes par exemple, va être un peu rompu. Et des fois c'est important, hein, la prise en charge d'infections associées aux soins, de choix qui s'appellent de médicaments antibiotiques sont derrière. Alors Patrick, oui. On a la réponse oui. Au sondage. Donc il y a le non l'emporte, encore une fois donc à 60%. Ben, c'est encore pire que le dernier sondage, Mélanie. Je suis de plus en plus inquiète. Non, je plaisante. Je veux dire que ça ne m'étonne pas, parce que une petite diversion, une des caractéristiques du métier de soignant et de médecin est de fonctionner en équipe. Construire une équipe, ça veut dire s'habituer à travailler ensemble, avoir un minimum de signes pour communiquer de façon efficace et savoir un peu anticiper les situations, avoir appris à réfléchir ensemble. C'est quelque chose qui se construit. Plusieurs études nord-américaines ont été faites en termes d'économie de la santé. Pour les économistes, casser aujourd'hui une équipe coûte extrêmement cher pour la refaire. Et aujourd'hui, donc faire travailler des gens dans des contextes d'équipes multivariables, c'est comme si on faisait passer un modèle de fonctionnement administratif comme étant le modèle d'un fonctionnement médical. Ça ne marche pas. À l'heure actuelle, donc, les contraintes de fonctionnement et de métier font que ça marchera difficilement. Donc, je comprends ce sondage. En même temps, est-ce qu'on peut évoluer? Pourquoi pas? Mais c'est un problème réel. Quand on voit aujourd'hui la Haute Autorité en Santé à travers un programme qui s'appelle le programme PACTE, PACT, a des formations au travail en équipe. Elle trouve que c'est très important. Deuxièmement, les débriefings, etc., sont largement également demandés par la Haute Autorité en Santé. Donc, on comprend la préoccupation. J'ai aucune prétention à apporter aucune solution que ce soit, mais en tout cas, je comprends très sincèrement ce que ça signifie. Et en tout cas, ça peut avoir un facteur influent sur la façon de construire le GHT. À mon avis, il faut en prendre en compte, largement prendre en compte. Merci bien. Je continue donc sur le système d'information. Alors justement, pardon, monsieur Patrick, excusez-moi, donc je vais vous laisser la parole. On a une autre question. Oui. Est-ce que le remodelage des services médicaux dans la GHT, avec la mutualisation des plateaux techniques, peut changer la culture et la valeur du soin et la nature des relations soignants? Finalement, il y a une avalanche de bonnes questions. Merci, monsieur. À l'heure actuelle, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Qui a fondu la C'est le premier œuf qui a pondu la première poule, c'est la poule qui a pondu l'œuf. Donc, effectivement, dès qu'on parle de culture, on parle de changement d'habitude mentale, de changement d'habitude de fonctionnement. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, dans la dimension culturelle, la culture de soins, derrière, il y a des valeurs sur le plan philosophique et sur le plan déontologique. Donc, quelles sont ces valeurs? Comment doit-on les prendre du point de vue de la déontologie des métiers? Donc, c'est un facteur déterminant à prendre en compte. Et maintenant, deuxième question, c'est quand on fait un changement culturel, une révolution culturelle, comment s'y prend-on? On va faire passer de nouveaux référentiels dans la tête des personnes pour leur faire comprendre que ça va être la nouvelle référence. L'expérience la plus énorme qu'on ait vécue, nous, depuis quelques dizaines d'années maintenant aujourd'hui, c'est la révolution Gin Coca-Cola.
comment est-ce qu'une boisson aussi merveilleuse que Coca-Cola est devenue la boisson de référence dans tous les pays du monde, qui avait des traditions culinaires absolument remarquables. Comment est-ce qu'on a fait ça? Comment est-ce qu'on a imposé le gin, etc. Donc c'est un peu comme ça. Mais ça pour parler un peu de ce que peut être une référence en termes de goût. Mais maintenant, pour revenir aux soins, il est clair aujourd'hui que les patients attendent les soignés attendent des soignants une information complète, une aide à la décision, une écoute, et en particulier dans le domaine des personnes jeunes ou âgées, ils attendent beaucoup de l'écoute. Donc l'écoute, ça veut dire passer du temps avec les personnes. Et ça veut dire également qu'un indice de productivité devenant un indice majeur en termes de consultation, pas plus de 15 minutes, parce que c'est payé de temps, autrement l'intervention, elle est payée de temps, donc le temps, etc., mais est un facteur qui est contre-productif vis-à-vis des valeurs. Donc comment est-ce qu'on réaffirme la valeur métier au service du patient, tout en comprenant que la valeur financière est une valeur également admise sociétalement et qu'on a une contrainte budgétaire. Donc, il faut jouer entre les deux. Et j'ai non plus, malheureusement, pas de solution proposée. Sinon que c'est très important de ne pas oublier le facteur métier attendu par rapport à la problématique financière uniquement prise en compte, monsieur. Je reviens à la problème de l'information médicale et l'informatique médicale pour dire que la fonction DIM, département de l'information médicale et niveau d'établissement support pour l'ensemble du GHT, est une fonction donc essentielle parce que derrière la tarification d'activité dont on a parlé, il y a la fonction de codage. Donc, à partir de catalogues très importants d'actes médicaux hospitaliers, de processus hospitaliers, comment est-ce qu'on codifie? Et en fonction de la codification, on fait une facture, on est remboursé par l'assurance maladie, et l'assurance maladie fait des contrôles pour savoir s'il y a des erreurs de codage qui ont été faites ou pas faites. Or, la qualité de la facturation dans le input d'argent pour les établissements de santé va venir de la qualité du codage. Le codage aujourd'hui, soit il est décentralisé dans chaque service, c'est fait par des médecins ou des fois leur secrétariat, avec les actes principaux qu'ils connaissent, mais pas nécessairement tout. Soit il est centralisé, et à ce moment-là, il y a un département d'information médicale avec plusieurs médecins, des techniciens d'information médicale, qui établissent des algorithmes pour rentabiliser au maximum, ça s'appelle pour l'établissement. Donc il y a deux modalités, et alors que les deux existent. Mais la tendance aujourd'hui est d'aller vers les DIM centralisés. Donc DIM centralisé sur l'établissement support ici aujourd'hui, ça a une fonction essentielle qui est la fonction de tarification et de bon codage. Deuxièmement, il y a donc d'analyse médico-économique, comme c'est indiqué sur la diapositive. Et enfin également, des données épidémiologiques et des données en termes d'antibiothérapie d'efficacité qui peuvent être ressorties des informations qui sont accumulées à l'intérieur des systèmes d'informatique médicale. Donc, le souci ici, c'est d'avoir un médecin responsable qui soit un invité permanent au comité stratégique, et on comprend pourquoi. Alors maintenant, les autres fonctions, et sûr qu'il est intéressant d'avoir une mutualisation des fonctions achats, notamment celle des médicaments, au niveau de l'établissement support, de façon à réduire les coûts que ça s'appelle de fonctionnement sur cette matrice-là. On va terminer ici maintenant par les problèmes de qualité et de sécurité des soins. Alors, ici aussi, la France, en Europe, se singularise. C'est le seul pays d'Europe où la certification des établissements de santé par la Haute Autorité en Santé est volontaire et obligatoire. Volontaire et obligatoire. Dans les autres pays, ça porte un plus. Et ici, c'est comme ça. Bon, en clair, ça veut dire aujourd'hui que les référentiels de la Haute Autorité en Santé et la certification d'établissement de santé a comme grand avantage de faire avancer la qualité des procédures de soins, de les évaluer constamment, et pour les risques, la gestion des risques, qu'il s'agisse des risques liés aux antibiotiques, qu'il s'agisse du risque anesthésique, qu'il s'agisse de bien d'autres risques au niveau de l'hôpital, il y a normalement une prise en compte systématique là-dessus, vis-à-vis de ces référentiels-là, des activités médicales de l'hôpital. Donc, c'est une façon de faire évoluer la culture dont on parlait tout à l'heure, de l'ensemble des soignants, et en même temps, c'est une façon de gérer, a priori, les problèmes de sécurité avant d'éviter le fait d'avoir des complications et des conflits médico-juridiques. Alors, les procédures de certification, elles s'établissent jusqu'à maintenant au niveau d'une entité juridique responsable. Donc, on pratique la personne morale, donc en établissement de santé. Quand on fait un GHT, on change de moralité, on change de personnalité, de personne morale. Donc, enfin, de responsable. Ce qui veut dire aujourd'hui que la période de transition prévue par la HAS,
C'est deux modalités distinctes qui vont être acceptées entre 2016 et 2019, donc encore pour 2 ans, ou 1 an et demi, ou 2 ans, oui, va être acceptée, 2008, 2018, 2019, va être acceptée par la HAS. Soit c'est fait de façon commune, soit de façon synchronisée. Synchronisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque établissement va aller à la certification, va s'y préparer, va faire l'auto-évaluation, va recevoir les visites de façon indépendante. Et chaque décision de la Haute Autorité en Santé sera faite pour un établissement du GHT. Donc une indépendance à ce niveau-là, disons des modes de fonctionnement, sinon qu'il existe un conseil de rapprocher les comptes qualité. Alors qu'est-ce que le compte qualité? Le compte qualité ici, ça va être l'ensemble des démarches entreprises par l'établissement pour développer et gérer la qualité de son établissement et également pour gérer la sécurité. Il existe des indicateurs particuliers, il existe des pratiques exigibles prioritaires au sein même du manuel de certification. Donc, il est conseillé aux établissements de rapprocher leur démarche stratégique à l'intérieur des comptes qualité, d'avoir un suivi des patients qui soit à peu près identique, donc de se mettre, comme le terme est excellent, se mettre en synchronie pour rapprocher les habitudes de fonctionnement de chacun des établissements qui vont se regrouper en GHT. La deuxième possibilité, c'est l'avancée de la synthèse de la synchronisation est suffisamment importante pour qu'on puisse envisager une certification commune. Ce qui signifie à ce moment-là que l'évolution des comptes qualité a déjà été suffisamment avancée par l'établissement du GHT pour pouvoir qu'il décide de faire une certification commune. La certification commune, ça va signifier à la fois une seule auto-évaluation, un seul correspondant dans l'ensemble du GHT avec la Haute Autorité en Santé à travers leur site SARA et leur logiciel de façon à échanger avec eux, et enfin une seule visite, ou des visites très proches dans le temps, et enfin, in fine, une seule décision de la Haute Autorité en Santé pour dire bon, tout est parfait, c'est bien. Autrement, il y a une recommandation, autrement, il y a une réserve, et donc à prendre en compte. Donc voilà les deux stratégies qui vont être mises en compte, et avec ça, j'espère qu'on a fait à peu près le tour du problème sur l'ensemble du projet politique, du projet stratégique, ses conséquences économiques, les prises en charge des différents aspects médico-sociaux, médicaux, et en même temps des aspects de tarification. Monsieur, merci. Merci Patrick Triadou, pardon. Donc effectivement, donc nous arrivons à la fin de cette webconférence. Merci pour cet exposé très détaillé. Alors ce que je rappelle, c'est que effectivement, donc tous ces éléments on peut les retrouver donc à l'intérieur d'un service documentaire de référence que vous dirigez scientifiquement pour les éditions VK, donc maîtrise des risques et de la qualité en santé. Chers participants, vous avez la possibilité, en allant sur le site de vk.fr, de parcourir le sommaire du service documentaire que vous avez sous les yeux. Merci encore une fois, Patrick Triadou. Merci à vous. Merci pour le temps que vous avez accordé aux éditions VK à travers cette webconférence. Et chers participants, je vous dis à tout de suite sur le site de vk.fr. Merci.